Hector Malot, Sans famille, volume 2, chapitre 30. Recherche. Le lendemain matin, je commençai ma journée par écrire à Mère Barberin pour lui faire part de ce que j'avais appris. Et ce ne fut pas pour moi un petit travail. Tant bien que mal, et avec des assurances d'affection sans cesse répétées, j'arrivai au bout de mon papier. Bien entendu, je lui parlais de ma déception et de mes espérances présentes. Au cas où ma famille lui écrirait pour avoir des nouvelles de Barberin, je la priai de m'avertir aussitôt à Paris à l'hôtel du Cantal. Ce devoir accompli, j'en avais un autre à remplir lorsque, à Dresy, j'avais dit à Lise que ma première sortie à Paris serait pour aller voir son père en prison. Je lui avais expliqué que si mes parents étaient riches, comme je l'espérais, je leur demanderais de payer ce que le père devait. Cela entrait dans le programme des joies que je m'étais tracées. Quelle déception d'aller à la prison les mains vides et de revoir le père sans lui payer ma dette de reconnaissance. Heureusement, j'avais de bonnes paroles à lui apporter, ainsi que les baisers de Lise et d'Alexis. On me fit entrer dans un parloir, et bientôt le père arriva. De la porte, il me tendit les bras. « Ah, le bon garçon, dit-il en m'embrassant, le brave Rémi. » Tout de suite, je lui parlai de Lise et d'Alexis. Puis, comme je voulais lui expliquer pourquoi je n'avais pas pu aller chez Étiennette, il m'interrompit. « Et tes parents, dit-il, vous savez donc ?» Alors il m'expliqua comment Barberin s'était adressé à lui pour savoir ce que j'étais devenue. « Que vous a-t-il dit de ma famille ?» demandai-je. « Rien du tout. Rien, ou tout au moins peu de choses. Il faisait mystère du nom de tes parents, de peur qu'on ne diminuât le gain qu'il espérait tirer d'eux. Comme j'ai été un peu ton père, il s'imaginait, ton Barberin, que je voulais me faire payer. Aussi je lui ai envoyé promener, et depuis je ne l'ai pas revu. Je ne me doutais guère qu'il fût mort. De telle sorte que, tu sais que tu as des parents, mais par suite des calculs de ce vieux Grigou, tu ne sais ni qui ils sont, ni où ils sont. » Je lui ai expliqué quelle était notre espérance, et il la confirma par toutes sortes de bonnes raisons qui me rendirent toute ma gaieté. Le reste de notre temps se passa à parler de Lise, d'Alexis et de mon ensevelissement dans la mine. La langue me démangeait pour lui dire que mes parents le feraient bientôt sortir de prison, mais je pensais à temps qu'il ne convenait point de se vanter à l'avance des joies que l'on se proposait de faire, et je me contentai de l'assurer que bientôt il serait en liberté avec tous ses enfants autour de lui. J'étais si bien convaincue de la sûreté de mes pressentiments que le lendemain je serais volontiers restée toute la journée à l'hôtel, mais Mathia me força à sortir, et il me força aussi à jouer, à chanter, et ce jour-là nous fîmes encore une recette de 11 francs. 3 jours se passèrent ainsi, sans que rien de nouveau se produisît, et sans que la femme de l'hôtel répondît autre chose à mes questions. Toujours les mêmes que son éternel refrain. Personne n'est venu demander Barberin, et je n'ai pas reçu de lettre pour vous ou pour Barberin. Mais le 4e jour, enfin, elle me tendit une lettre. C'était la réponse de Mère Barberin, ou plus justement, la réponse que Mère Barberin m'avait fait écrire. Elle me disait qu'elle avait été prévenue de la mort de son homme et que peu de temps auparavant elle avait reçu de celui-ci une lettre qu'elle m'envoyait, pensant qu'elle pouvait m'être utile. Ce fut la main tremblante et le cœur serré que j'ouvris cette lettre. Ma chère femme, je suis à l'hôpital, si malade que je crois que je ne me relèverai pas. Si je n'en réchappe pas, tu devras écrire à Grace and Gallery, Green Square, Lincoln's Inn, à Londres. Ce sont des gens de loi chargés de retrouver Rémi. Tu leur diras que seul tu peux leur donner des nouvelles de l'enfant, et tu auras soin de te faire bien payer ces nouvelles.
Il faut que cet argent te fasse vivre heureuse dans ta vieillesse. Fais écrire toutes ces lettres par monsieur le curé, car dans cette affaire, il ne faut se fier à personne. N'entreprends rien avant de savoir si je suis mort. Je t'embrasse une dernière fois, Barberin. » Je n'avais pas lu le dernier mot que Mathias se leva. « En avant pour Londres » cria-t-il. J'étais tellement surpris de ce que je venais de lire que je regardais Mathias sans bien comprendre ce qu'il disait. Puisque la lettre de Barberin dit que ce sont des gens de loi anglais qui sont chargés de te retrouver, continua-t-il, cela ne signifie que tes parents sont anglais, que tu es anglais et qu'il faut aller en Angleterre. Si j'écrivais à ces gens de loi, pourquoi faire? On s'entend bien mieux en parlant qu'en écrivant. Il nous reste 43 francs. C'est plus qu'il ne faut pour aller à Londres. On s'embarque à Boulogne et cela ne coûte pas cher. Nous avions au cirque Gassot 2 clowns qui étaient anglais. Ils m'ont souvent parlé de Londres. Et ils m'ont aussi appris bien des mots anglais pour que nous puissions parler ensemble sans que la mère Gassot entendît ce que nous disions. Je te conduirai à Londres. Partons, lui dis-je. En 2 minutes, nos sacs furent bouclés et nous descendîmes prêts à partir. Quand elle nous vit ainsi équipés, la maîtresse d'hôtel poussa des hauts cris. Le jeune monsieur, c'était moi le monsieur. N'attendez donc pas ses parents? Cela serait bien plus sage. Et puis les parents verraient comme le jeune monsieur avait été bien soigné. Mais ce n'était pas cette éloquence qui pouvait me retenir. Avant de nous mettre en route pour Boulogne, il fallait aller faire nos adieux au père, mais ils ne furent pas tristes. Le père fut heureux d'apprendre que j'allais bientôt retrouver ma famille. Et moi, j'eus plaisir à lui dire que je ne tarderais pas à revenir avec mes parents pour le remercier. Nous mîmes 8 jours pour faire le trajet de Paris à Boulogne, mais nous nous arrêtâmes un peu dans les principales villes afin de donner quelques représentations et de reconstituer notre capitale. Quand nous arrivâmes à Boulogne, nous avions encore 32 francs dans notre bourse, c'est-à-dire beaucoup plus qu'il ne fallait pour payer notre passage. Le bateau de Londres partait le lendemain 4 heures du matin. À 3h30, nous étions à bord et nous nous installions de notre mieux à l'abri d'un amas de caisses qui nous protégeait un peu contre une bise du nord humide et froide. À la lueur de quelques lanternes fumeuses, nous vîmes charger le navire. Puis une cloche tinta, des amarres retombèrent dans l'eau. Nous étions en route pour mon pays. J'avais souvent dit à Mathia qu'il n'y avait rien de si agréable qu'une promenade en bateau, mais la mer ne ressemble pas à un canal. À peine étions-nous sortis de la jetée que le bateau sembla s'enfoncer dans la mer, puis il se releva 4 ou 5 fois de suite. Dans ces secousses, la vapeur s'échappait de la cheminée avec un bruit strident, puis tout à coup une sorte de silence se faisait, et l'on n'entendait plus que les roues qui frappaient l'eau, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Elle était jolie, la glissade, me dit Mathia, et je n'eus rien à lui répondre, ne sachant pas alors que ce n'était qu'une barre. Mais ce ne fut pas seulement la barre qui imprima ces mouvements de roulis et de tangage du navire, ce fut aussi la mer qui, au large, se trouva être assez grosse. Tout à coup, Mathia se souleva brusquement. « Ça danse trop, j'ai mal au cœur. C'est le mal de mer. Pardi, je le sens bien. » Et après quelques minutes, il courut s'appuyer sur le bord du navire. Quand le jour se leva, un jour pâle, vaporeux et sans soleil, nous étions en vue de hautes falaises blanches. Peu à peu, le roulis diminua, et notre navire glissa sur l'eau tranquillement. Nous étions entrés dans la Tamise. « Nous voici en Angleterre, dis-je à Mathia. « Laisse-moi dormir, répondit-il. Je rangeai Mathia pour qu'il fût le moins mal possible, et montant sur des caisses, je m'assis sur les plus élevés avec Képi entre mes jambes. De là, je dominais la rivière et je voyais tout son cours. Au milieu du fleuve se tenait toute une flotte de navires à l'ancre,
au milieu desquels couraient des vapeurs, des remorqueurs, qui déroulaient derrière eux de longs rubans de fumée noire. Que de navires, que de voiles! Je n'avais jamais imaginé qu'une rivière pût être peuplée, et si la Garonne m'avait surpris, la Tamise m'émerveilla. Je restai ainsi longtemps, les yeux grands ouverts, ne pensant qu'à regarder, qu'à admirer. Mais voilà que sur les deux rives de la Tamise, les maisons se tassent, les unes à côté des autres, en longues files rouges. Je dégringole de mon observatoire et je vais chercher Mathia. Il est réveillé, il n'est plus de méchante humeur et veut bien monter avec moi sur mes caisses. Lui aussi est ébloui. Malheureusement, le brouillard et la fumée s'épaississent encore. On ne voit plus autour de soi que par échappée. Et plus on avance, moins on voit clair. Enfin, le navire ralentit sa marche. La machine s'arrête. Les câbles sont jetés à terre. Nous sommes à Londres et nous débarquons. Voilà le moment de te servir de ton anglais, mon petit Mathia. Et Mathia, qui ne doute de rien, s'approche d'un gros homme à barbe rousse pour lui demander poliment le chemin de Green Square. Il me semble que Mathia est bien longtemps s'expliquer avec son homme, mais je ne peux pas douter du savoir de mon ami. Enfin, il revient. C'est très facile, dit-il, il n'y a qu'à longer la Tamise, nous allons suivre les quais. Mais il n'y a pas de quai à Londres, ou plutôt, il n'y en avait pas à cette époque. Les maisons s'avançaient jusque dans la rivière. Nous sommes donc obligés de suivre des rues qui nous paraissent longer la rivière. Elles sont bien sombres, ces rues, bien boueuses, bien encombrées de voitures, de caisses, de ballots, de paquets de toute espèce. Et c'est difficilement que nous parvenons à nous faufiler au milieu de ces embarras, sans cesse renaissants. J'ai attaché Capi avec une corde et je le tiens sur mes talons. Il n'est qu'une heure. Et pourtant le gaz est allumé dans les magasins. Nous avançons et, de temps en temps, Mathia demande si nous sommes loin encore de Lincoln Inn. Tout à coup, au moment où nous nous croyons perdus, nous nous trouvons devant Green Square. Nous nous arrêtons devant une plaque en cuivre sur laquelle nous lisons « Grace and Galley ». Mathia s'avance pour tirer la sonnette, mais j'arrête son bras. « Qu'as-tu » me dit-il, « comme tu es pâle, attends un peu que je reprenne courage. » Il sonne et nous entrons. Je suis tellement troublée que je ne vois pas très distinctement autour de moi. Il me semble que nous sommes dans un bureau et que 2 ou 3 personnes penchées sur des tables écrivent. C'est à l'une de ces personnes que Mathia s'adresse. Le nom de Barberin produit de l'effet. On nous regarde et celui à qui Mathia a parlé se lève pour nous ouvrir une porte. Nous entrons dans une pièce où un monsieur est assis devant un bureau et celui qui nous précède explique qui nous sommes. « Lequel de vous est l'enfant élevé par Barberin ?» dit en français le monsieur assis devant le bureau. En entendant parler français, je me sens rassurée. « Moi, monsieur. »« Où est Barberin ?»« Il est mort. »« Alors, comment avez-vous su que vous deviez venir ici ?» Je fis aussi court que possible le récit qu'on me demandait. À mesure que je parlais, le monsieur prenait des notes. Le moment me parut venu de poser enfin la question qui, depuis le commencement de notre entretien, m'oppressait. « Ma famille, monsieur, habite l'Angleterre ?»« Certainement, elle habite Londres, au moins en ce moment. Je vais la voir. Dans quelques instants, vous serez près d'elle. Je vais vous faire conduire. » Il sonna. « Encore un mot, monsieur, je vous en prie. J'ai un père ?» Ce fut à peine si je pus prononcer ce mot. « Non seulement un père, mais une mère, des frères, des sœurs. »« Ah, monsieur !» Mais la porte, en s'ouvrant, coupa mon effusion. Le monsieur s'adressa en anglais à celui qui entrait, et je crus comprendre qu'il lui disait de nous conduire. Je m'étais levée. « Ah, j'oubliais, dit le monsieur. Votre nom est Driscoll. C'est le nom de votre père. » Je crois que je lui aurais sauté au cou s'il m'en avait donné le temps, mais de la main, il nous montra la porte et nous sortîmes.